Lecture audio du conte La soupe à la brochette de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. La soupe à la brochette. Nous avons fait un magnifique dîner hier, dit une vieille souris à une souris qui n'avait pas été du banquet. J'étais la 21e à partir de notre roi. Ce n'est pas trop mal. S'il faut vous dire la suite des plats, c'était très bien ordonné. Pain moisi, couenne de lard, chandelle et saucisses. Et puis de nouveau la même série. Autant dire que nous avons eu 2 repas. On était de bonne humeur et l'on bavardait gentiment, comme en famille. On ne laissa pas la moindre miette, sauf les brochettes de saucisses. Puis nous avons parlé des brochettes de saucisses et il fut question de la soupe à la brochette. Tout le monde en avait entendu parler, mais personne n'avait goûté à cette soupe, encore moins savait-on la préparer. Un discours fut prononcé en l'honneur de qui trouverait la recette. Il mériterait de diriger un bureau de bienfaisance. N'est-ce pas spirituel? Et le vieux roi des souris se leva et promit que celle des jeunes souris qui saurait donner à la dite soupe le meilleur goût deviendrait sa reine. Elles auraient 1 an jour pour s'informer. « Ce n'est pas bête, ça, dit l'autre souris. Mais comment fait-on cette soupe-là? Oui, comment la fait-on? C'est bien ce que se demandaient toutes les souris femelles, jeunes et vieilles. Toutes souhaitaient devenir reines, mais elles ne voulaient pas du tout avoir l'ennui de s'en aller par le vaste monde pour s'instruire, et c'était pourtant nécessaire. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'abandonner sa famille et les vieux recoins. Dehors, on ne tombe pas tous les jours sur des croûtes de fromage, et on ne flaire pas des couennes de lard. Il peut arriver que l'on endure la faim, et même que l'on soit mangée vivante par un chat. Ce furent ces réflexions qui détournèrent la plupart des souris de s'en aller en quête du savoir. 4 souris seulement se présentèrent pour partir, jeunes et agiles, mais pauvres. Elles comptaient se rendre aux 4 coins du monde. On verrait laquelle aurait de la chance. Chacune d'elles emporta une brochette de saucisses pour se rappeler l'objet du voyage. La brochette devait leur servir de canne. Ce fut en mai qu'elles partirent, et ce fut seulement en mai, l'année suivante, qu'elles revinrent. Mais 3 seulement. La 4e ne parut pas, ne donna pas de ses nouvelles, et le jour décisif était venu. « Il faut toujours qu'aux meilleures joies s'allie quelque tristesse, dit le roi des souris. Mais il donna l'ordre d'inviter toutes les souris jusqu'à de nombreuses lieues à la ronde. Elles devaient se réunir dans la cuisine. Les 3 souris voyageuses étaient sur un rang, seules. À la place de la 4e, absente, était dressée une brochette, entourée de crêpes noires. Nul n'osait dire son avis avant que les 3 souris eussent parlé, et que le roi des souris eût exprimé son opinion. Et maintenant, écoutons. 2. Ce que la première petite souris avait vu et appris au cours de son voyage. « Lorsque je partis dans le vaste monde, dit la petite souris, je croyais avoir conquis toute la sagesse possible, mais je n'en étais pas encore là. Il faut bien 1 an avant d'y parvenir. J'allais tout de suite en mer. J'y allais sur un bateau qui devait se diriger vers le nord. J'avais entendu dire que le cuisinier, en mer, devait savoir se tirer d'affaire. Mais il est facile de se tirer d'affaire quand on a des flèches de lard en abondance, des tonneaux de viande salée et de farine qui sent le moisi. On a une nourriture exquise. Mais on n'apprend rien pour faire de la soupe avec une brochette. Nous avons navigué des nuits et des jours, nous avons eu du roulis et nous avons été mouillés. Puis, quand nous fûmes arrivés à notre destination, je quittai le bateau. C'était très haut dans le nord. C'est curieux de quitter son trou, de monter sur un navire, qui est aussi une sorte de trou, et de se trouver soudain transporté à des centaines de lieues, dans un pays étranger. Il y avait là de sauvages forêts de sapins et de bouleaux, qui sentaient très fort. Je n'aimais pas ça. Les plantes sauvages avaient une odeur épicée, j'éternuais, je pensais à des saucisses. Il y avait de grands lacs de forêt. L'eau avait l'air limpide de près, mais vue à distance, noire comme l'encre. Des cygnes blancs y nageaient. Je les pris pour de l'écume, tant ils étaient immobiles. Mais je les vis voler, et je les vis marcher, et je les reconnus. Ils sont de l'espèce des oies, comme on le voit bien à leur démarche. Personne ne peut renier son air de famille. Je m'en tins à ma race, et je rejoignis les souris des bois et des champs, qui d'ailleurs sont affreusement ignorantes, surtout en ce qui concerne la cuisine, et c'était pour cela que j'étais en voyage à l'étranger.
Que l'on pût penser à faire de la soupe avec une brochette était pour elle une idée si extraordinaire qu'elle se répandit aussitôt dans toute la forêt, mais que l'on pût y parvenir paraissait impossible. Aussi ne m'imaginais-je pas que là, et cette nuit même, j'allais être initiée à la recette. On était en plein été, c'est pourquoi la forêt sentait si fort, disait-elle, et pourquoi les plantes étaient si épicées, les lacs si limpides et pourtant si sombres avec leurs cygnes blancs. À l'orée de la forêt, au milieu de 3 ou 4 maisons, était dressée une perche haute comme un grand mât, et tout en haut était accrochée une couronne avec un ruban. C'était l'arbre de mai. Filles et garçons dansaient autour et chantaient à qui mieux mieux, au son du violon d'un ménétrier. La gaieté régnait au coucher du soleil et au clair de lune, mais je n'y pris pas part. Que ferait une petite souris dans un bal de forêt? Je restais assise sur de la mousse tendre et tenais ma brochette. La lune brillait surtout à un endroit où il y avait un arbre entouré d'une mousse toute fine. Oui, j'ose dire fine, comme la peau du roi des souris. Seulement elle était verte, en sorte que c'était un bienfait pour les yeux. Et voilà soudain qu'arrivent en procession les plus délicieux petits personnages, pas plus grands qu'il ne faut pour m'atteindre aux genoux. Ils ressemblaient à des hommes, mais ils étaient mieux proportionnés. Ils s'appelaient des elfes, et portaient de beaux habits faits de pétales de fleurs, avec garniture d'ailes de mouches et de cousins. Et aussitôt ils eurent l'air de chercher quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais 2 d'entre eux vinrent à moi. Le plus important des 2 désigna ma brochette et dit « C'est justement d'un bâton comme ça que nous nous servons. Il est taillé, il est parfait. » Et il était de plus en plus ravi à regarder mon bâton de voyage. « L'emprunter, soit, mais pas le garder, dis-je. »« Pas le garder, dirent-ils tous. Et ils prirent la brochette, que je lâchai, et ils dansèrent avec elle jusqu'à la jolie mousse, et y dressèrent la brochette au milieu de la verdure. Ils voulaient aussi avoir leur arbre de mai, et celui qu'ils avaient là était comme taillé pour eux. Puis il fut orné, ce fut beau à voir. De petites araignées filèrent du fil d'or autour, suspendirent des voiles et des drapeaux flottants si finement tissés, si blanchis comme neige sous le clair de la lune, que j'en étais aveuglée. Elles prirent des couleurs aux ailes du papillon, et en saupoudrèrent le tissu blanc, et des fleurs et des diamants y luirent. Je ne reconnaissais plus ma brochette. Telle qu'elle était devenue, il n'y avait sûrement pas un arbre de mai pareil au monde. Et alors eut lieu la grande fête des elfes, qui ne portaient aucun vêtement. Ça ne pouvait pas être plus élégant, et je fus invitée à voir toutes ces splendeurs, mais à distance, car j'étais trop grande pour eux. Puis commença une musique. On aurait dit le son plein et fort de 1000 cloches de verre. Je croyais que c'étaient les cygnes qui chantaient. Il me semblait même pouvoir aussi entendre le merle et le coucou. Ce fut enfin comme si toute la forêt s'unissait au chant. Il y avait des voix d'enfants, des tintements de cloches, des gazouillis d'oiseaux, les plus charmantes mélodies, et tout cela provenait de l'arbre de mai des elfes. Cet arbre était tout un jeu de cloches, et c'était ma brochette. Je n'aurais jamais cru qu'elle pourrait en produire autant, mais cela dépend sans doute entre quelles mains elle se trouve. J'étais vraiment émue. Je pleurais, comme peut pleurer une petite souris. Je pleurais de plaisir. La nuit fut trop courte, mais en cette saison, elle n'est pas plus longue que cela dans ce pays. À l'aube, un vent léger s'éleva. Le miroir de l'eau, sur le lac de la forêt, se rida. Tous les jolis voiles et drapeaux qui se balançaient s'évanouirent en l'air. Les toiles d'araignées ballottées, pavillons, pans suspendus, balustrades, comme on voudra les appeler, qui allaient de feuille à feuille, s'envolèrent comme rien. 6 elfes vinrent m'apporter ma brochette, en me demandant si j'avais quelque désir qu'ils puissent satisfaire. Alors je leur demandai comment on fait la soupe avec une brochette. « Comment nous nous y prenons ?» dit le plus important, et il se mit à rire. « Oui, tu viens de le voir. Tu devais avoir peine à reconnaître ta brochette. »« Vous croyez que c'est comme ça ?» dis-je. Et je racontai tout simplement pourquoi j'étais en voyage, et ce que l'on en attendait chez nous. « À quoi cela servira-t-il » demandai-je au roi des souris et à tout autre puissant empire que j'ai vu toute cette splendeur. Je ne peux pas la faire jaillir de la brochette et déclarer « Tenez, voilà la brochette, la soupe va venir !» Ce serait tout de même une sorte de repas quand on n'a plus faim. Alors l'elfe trempa son doigt dans la violette. Alors l'elfe trempa son doigt dans une violette bleue et me dit « Attention, je frotte ton bâton de voyage, et quand tu seras rentré au château du roi des souris, touche avec ton bâton la poitrine chaude de ton roi,
il poussera des violettes tout au long du bois, et cela même par le temps le plus froid de l'hiver. Ainsi tu rapporteras chez toi quelque chose, et même davantage. » Et avant d'avoir dit ce qu'était ce surplus, la petite souris tourna sa brochette vers la poitrine du roi, et en effet, il poussa un délicieux bouquet de fleurs qui sentait si fort que le roi des souris ordonna aux souris, qui étaient le plus près de la cheminée, d'allonger tout de suite leur queue dans le feu, afin que l'on pût avoir une odeur de brûlé, car le parfum de la violette était insupportable. Ce n'était pas ce que l'on aimait. « Mais qu'est-ce que c'était que ce surplus dont tu as parlé ?» demanda le roi des souris. « Oui, c'est ce qu'on appelle le clou, » dit la petite souris. Et elle retourna la brochette, où il n'y eut plus de fleurs. Elle ne tenait que le bâton nu, qu'elle levait comme un chef d'orchestre. « Les violettes sont pour la vue, l'odorat et le sentiment, m'a dit l'elfe, mais il reste encore l'ouïe et le goût. » Et elle battit la mesure. Il y eut une musique, non pas telle qu'elle avait résonné dans la forêt à la fête des elfes, mais telle qu'on peut l'entendre dans la cuisine. Ouh, c'en fut un remue-ménage. Cela vint tout soudain, comme si le vent avait sifflé dans tous les tuyaux de cheminée, si les bouillottes et les pots avaient débordé, si la pelle à feu avait cogné la chaudière de cuivre. Puis, tout soudain, cela cessa. On entendit le chant discret de la bouilloire à thé. C'était drôle. On ne savait s'il s'arrêtait ou s'il commençait. Et le petit pot bouillait et le grand pot bouillait. L'un ne s'occupait pas de l'autre. On aurait dit que le pot ne pensait à rien. Et la petite souris agitait sa brochette avec une ardeur croissante. Les pots écumaient, bouillonnaient, débordaient, le vent soufflait, la cheminée sifflait. Oh, 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 cela devint si terrible que la petite souris en perdit la brochette. « Voilà une soupe laborieuse, » dit le roi des souris. « Va-t-elle être servie ?»« C'est tout, » dit la petite souris avec une révérence. « Tout ? Eh bien, écoutons ce que la suivante va nous dire, » dit le roi des souris. 3. Ce qu'avait à raconter la seconde petite souris. « Je suis née dans la bibliothèque du château, » dit la seconde souris, « moi et d'autres de ma famille. Nous n'avons jamais connu le bonheur de venir dans la salle à manger, encore moins dans le garde-manger. C'est seulement lorsque je suis partie, et puis aujourd'hui, que j'ai vu une cuisine. Il nous arrivait d'avoir vraiment faim dans la bibliothèque, mais nous acquérions un grand savoir. Le bruit nous parvint là-haut de la récompense royale offerte à qui ferait la soupe à la brochette. Et ce fut ma vieille grand-mère qui sortit un manuscrit. Elle ne savait pas le lire, mais elle l'avait entendu lire, et il y était écrit « Si l'on est poète, on peut faire la soupe avec une brochette. » Et elle me demanda si j'étais poète. Je savais n'y rien connaître, et elle dit que je devrais viser à le devenir. « Mais qu'est-ce qu'il faut pour cela ?» demandai-je, car il m'était aussi difficile de l'imaginer que de faire la soupe. Mais grand-mère avait entendu lire. Elle dit que 3 qualités principales étaient nécessaires. Intelligence, imagination et sentiment. Si tu peux te les assimiler, tu seras poète, et tu te tireras sans doute de cette affaire de brochette. Et je m'en allai vers l'ouest dans le vaste monde pour devenir poète. Je savais que l'intelligence est en tout le plus important. Les 2 autres qualités ne jouissent pas de la même estime. J'allais donc d'abord à la recherche de l'intelligence. Bon, où habitait-elle ? Va trouver la fourmi et deviens sage, a dit un vieux roi de Judée. Je savais cela par la bibliothèque, et je ne m'arrêtai pas avant d'être arrivé à la première grande fourmilière, où je me mis à observer pour devenir sage. C'est un peuple très respectable que les fourmis. Elles ne sont qu'intelligence. Tout chez elles est comme une opération de calcul exact, le compte y est. Travailler et pondre des œufs, disent-elles, c'est vivre dans le moment et veiller au temps futur, et c'est ce qu'elles font. Elles se divisent en fourmis propres et sales. Le rang consiste en un numéro. La reine des fourmis est numéro 1, et son avis est le seul juste. Elle a absorbé toute la sagesse, et c'était important à savoir pour moi. Elle parlait beaucoup, et c'était si intelligent que cela me paraissait bête. Elle disait que leur monticule était le plus élevé du monde, et tout à côté, il y avait un arbre qui était plus haut, beaucoup plus haut. Cela ne pouvait être nié, aussi n'en parlait-on pas. Un soir, une fourmi s'y était égarée. Elle avait grimpé sur le tronc, pas même jusqu'à la cime, mais tout de même plus haut que n'était montée aucune fourmi jusqu'alors.
et lorsqu'elle s'en était retournée chez elle, elle avait parlé dans le monticule d'une hauteur beaucoup plus grande au dehors. Mais toutes les fourmis avaient trouvé ces propos injurieux pour toute la société, si bien que la fourmi fut condamnée à la muselière et à une solitude perpétuelle. Mais comme, peu après, une autre fourmi parvint à l'arbre et fit le même voyage et la même découverte, dont elle parla, comme on disait, avec prudence et à mots couverts, et comme, de plus, elle était une fourmi estimée, une des propres, on la crut, et lorsqu'elle mourut, on plaça sur elle une coquille d'œuf, comme monument en l'honneur de son savoir. « J'ai vu, dit la petite souris, que les fourmis courent toujours avec leurs œufs sur leur dos. L'une d'elles perdit le sien, elle avait beaucoup de peine à l'y remonter, et ne réussissait pas. Deux autres fourmis arrivèrent et l'aidèrent de toute leur force, au point qu'elles ne furent pas loin de perdre leurs propres œufs. Mais alors elles renoncèrent aussitôt, car charité bien ordonnée commence par soi-même. Et la reine des fourmis dit à ce sujet que cela montrait du cœur et de la raison. Ces deux principes nous placent, nous autres fourmis, en tête des êtres raisonnables. L'intelligence doit toujours prévaloir, et la mienne est la plus grande. Et elle se dressa sur ses pattes de derrière, elle était ainsi reconnaissable. Je ne pouvais pas me tromper, et je l'avalai. Va trouver la fourmi et deviens sage. J'avais donc la reine. Puis je m'approchai du grand arbre. C'était un chêne qui avait un tronc élevé, une cime imposante, et était très vieux. Je savais qu'une créature vivante y habitait, une femme. On l'appelle une dryade. Elle naît avec l'arbre et meurt avec lui. J'avais entendu parler de ces êtres à la bibliothèque. Et je voyais alors un de ces arbres, et je voyais une de ces filles de chêne. Elle poussa un cri terrible lorsqu'elle me vit si près. Comme toutes les femmes, elle avait grand-peur des souris. Mais elle avait aussi plus de raison pour cela que les autres, car je pouvais ronger l'arbre dont sa vie dépendait. Je lui parlai gentiment et cordialement, je la rassurai, et elle me prit dans sa main délicate, et lorsqu'elle sut pourquoi j'étais partie dans le vaste monde, elle promit que, peut-être le soir même, je détiendrais un des deux trésors qui me manquaient encore. Elle me dit que Fantassus était son très bon ami, qu'il était aussi charmant que le dieu de l'amour, et qu'il venait souvent se reposer sous les branches feuillues de l'arbre, qui alors bruissait encore plus fort au-dessus d'eux. Il l'appelait sa dryade, disait-elle, et l'arbre son arbre. Le beau chêne noueux et puissant lui plaisait tout à fait. Les racines s'enfonçaient solidement dans la terre, le tronc et la cime se dressaient haut dans l'air pur et connaissaient la neige qui voltige, les vents aigres et le chaud éclat du soleil mieux que personne. Elle s'exprima ainsi. Les oiseaux chantent là-haut et décrivent les pays étrangers, et sur l'unique branche morte, la cigogne a bâti son nid, qui fait bien là, et l'on a quelques nouvelles du pays des pyramides. Fantasus aime bien cela. Et ça ne lui suffit même pas, il faut que je lui raconte moi-même la vie dans la forêt depuis le temps où j'étais petite, et où l'arbre était si grêle qu'une ortie pouvait le cacher, et jusqu'à maintenant, où il est devenu si grand et imposant. Reste donc là sous les muguets, et fais bien attention, lorsque Fantasus viendra, je trouverai bien l'occasion de lui pincer l'aile et d'en arracher une petite plume. Prends-la, aucun poète n'a eu mieux, et cela te suffira. Et Fantasus vint, et la plume fut arrachée, je m'en emparai, dit la petite souris. Je la mis dans l'eau jusqu'à ce qu'elle fût amollie. Elle était encore dure à digérer, mais je parvins à la ronger. Ce n'est pas du tout facile à ronger ce qu'il faut pour devenir poète, avec tout ce qu'il faut absorber. J'avais donc ces deux parties, l'intelligence et la fantaisie, et par elles je savais que la troisième devait se trouver à la bibliothèque. Car un grand homme a dit et écrit qu'il est des romans qui n'existent que pour libérer les hommes des larmes superflues. Ils sont donc comme une sorte d'éponge, faite pour contenir des sentiments. Je me souvins de quelques-uns de ces livres. Ils m'avaient toujours paru fort appétissants. On les avait beaucoup lus. Ils étaient graisseux. Ils devaient s'être incorporés une valeur infinie. Je rentrai à la bibliothèque et mangeai tout de suite presque tout un roman, c'est-à-dire la partie la plus tendre, qui est l'essentiel, mais je laissai la carcasse, la reliure. Lorsque je l'eus absorbé, et encore un autre, j'éprouvais déjà combien cela grouillait au-dedans de moi. Je mangeai un peu du troisième et je fus poète. Je me le disais à moi-même, et je le disais aux autres aussi. J'avais mal à la tête, mal au ventre, je ne sais pas tous les maux dont je souffrais. Je réfléchis alors à toutes les histoires que l'on devait pouvoir mettre en rapport avec une brochette, et alors ma pensée me remplit de brochettes.
La reine des fourmis avait vraiment une intelligence remarquable. Je me rappelai l'homme qui prit un bâton dans sa bouche, et lui et le bâton devinrent invisibles. Je pensais à de la vieille bière où l'on a trempé un bâtonnet, à mettre un bâton dans les roues, au bâton de commandement, et à des tours de bâton. Toutes mes pensées roulaient sur des bâtons, et l'on devait pouvoir les exprimer quand on est poète, et je le suis. Je me suis donné assez de peine pour cela. C'est ainsi que je pourrais, tous les jours de la semaine, vous servir un bâton, une histoire. Oui, c'est là ma soupe. Eh bien, écoutons la troisième, dit le roi des souris. Kiki cria-t-on à la porte de la cuisine. Et une petite souris, c'était la quatrième voyageuse, celle que l'on croyait morte, entra en coup de vent. Elle renversa la brochette couverte d'un crêpe noir. Elle avait couru nuit et jour. Elle était montée dans un train de marchandises qu'elle avait rencontré, et pourtant elle avait failli arriver trop tard. Elle avança, tout ébouriffée, elle avait perdu sa brochette. Mais non la parole, elle parla tout de suite, comme si l'on avait attendu qu'elle, voulu n'entendre qu'elle, comme si tout le reste n'avait pas d'intérêt. Elle parla tout de suite, elle dit tout ce qu'elle avait à dire. Son arrivée était si inattendue que personne n'eut le temps d'y retrouver à redire, non plus qu'à son discours, tant qu'elle parla. Écoutons-la. 4. Ce qu'avait à dire la quatrième souris, qui prit la parole avant que la troisième eût parlé. J'allai tout de suite dans la grande ville, dit-elle. Je ne me rappelle pas son nom. J'ai peine à retenir les noms. J'arrivai du train, avec des marchandises confisquées, à l'hôtel de ville, où je courus chez le geôlier. Il parlait de ses prisonniers, de l'un d'eux surtout, qui avait prononcé des paroles inconsidérées, et d'elle on parla, et bavarda, et on les blâma. Tout ça, c'est de la soupe à la brochette, dit-il, mais cette soupe-là pourra le faire raccourcir. Cela excita mon intérêt pour le détenu, dit la petite souris, et je guettais l'occasion de me glisser vers lui. Derrière les portes verrouillées, il y a toujours un trou de souris. Il était tout pâle, avec une grande barbe et de grands yeux brillants. La lampe fumait, et les murs y étaient habitués. Il n'en devenait pas plus noir. Le détenu traçait des dessins et des vers, blanc sur noir. Je ne les lus pas. Je crois qu'il s'ennuyait. Je lui fus un hôte bienvenu. Il m'attira avec des miettes de pain, des sifflements et de douces paroles. Il était très content de m'avoir. Je pris confiance en lui, et nous devînmes amis. Il partagea pain et eau avec moi, me donna du fromage et de la saucisse. Je faisais bombance, mais c'était surtout, je dois dire, les bonnes relations qui me retenaient. Il me laissa courir sur sa main et son bras jusque dans sa manche. Il me laissa grimper dans sa barbe, m'appela son petit ami. J'éprouvais pour lui une véritable affection. Ça doit être réciproque, ça. J'oubliais ce que j'avais à faire dans le vaste monde, oubliais ma brochette dans une fente du plancher. Elle y est encore. Je voulais rester où j'étais. Si je m'en allais, le pauvre détenu n'aurait personne, et c'est trop peu dans ce monde. Je restais. Lui ne resta pas. Il me parla bien tristement la dernière fois. Il me donna le double de pain et de croûtes de fromage, m'adressa un baiser du bout de ses doigts, sortit et ne revint plus jamais. Je ne connais pas son histoire. Soupe à la brochette, avait dit le geôlier, et ce fut lui que j'allais retrouver. Mais je n'aurais pas dû croire en lui. Il me prit bien sur sa main, mais pour me mettre en cage, dans une tournette. C'est terrible. On court et on court. On n'en est pas plus avancé, et les gens se moquent de vous. La petite fille du geôlier était gentille, avec ses cheveux bouclés d'un blond doré, ses yeux gris et sa bouche qui riait. « Pauvre petite souris !» dit-elle, et elle examina ma vilaine cage, tira la barre de fer, et je sautai sur le chambranle de la fenêtre, puis dehors, dans la gouttière. Libre, libre! Je ne pensais qu'à cela, et non au but du voyage. Il faisait sombre, c'était la nuit, je me logeais dans une vieille tour. Un gardin et une chouette y habitaient. Je ne me fiais à aucun des deux, surtout pas à la chouette. Elle ressemble à un chat, et a ce grand défaut qu'elle mange les souris. Mais on peut se tromper, et c'est ce que je fis. C'était une vieille chouette respectable, extrêmement distinguée. Elle en savait plus long que le gardien, et autant que moi. Les petits de la chouette faisaient des façons pour tout. « Ne faites pas de la soupe à la brochette, » disait-elle. C'était tout ce qu'elle pouvait dire de plus sévère, avec toute la tendresse qu'elle avait pour sa famille. Je pris une si grande confiance en elle que je fis kick de la fente où je me tenais. Cette confiance lui plut, et elle m'assura que je serais sous sa protection. Elle ne permettrait à aucun animal de me faire du mal. Elle s'en chargerait elle-même en hiver,
quand la subsistance deviendrait maigre. Elle était judicieuse en tout. Elle me démontra que le gardien ne savait pas ululer sans une corde qui pendait sur lui. Il s'en croit énormément à cause de cela. Il se croit une chouette dans la tour. Il veut paraître grand. Mais c'est peu de chose. De la soupe à la brochette. Je la priai de me donner la recette. Et elle m'expliqua. La soupe à la brochette est simplement une façon de parler des hommes. Elle est comprise de différentes manières, et chacun pense que la sienne est la plus exacte. Mais tout cela, en somme, n'est rien. Rien? dis-je. J'étais renversée. La vérité n'est pas toujours agréable, mais la vérité, c'est ce qu'il y a de plus haut. La vieille chouette était aussi de cet avis. Je réfléchis et je compris que si j'apportais ce qu'il y a de plus haut, j'apporterais mieux qu'une soupe à la brochette, et je me hâtais de partir afin de rentrer à temps et d'apporter ce qu'il y a de plus haut et de meilleur. La vérité. Les souris sont un peuple éclairé, et le roi des souris est au-dessus d'elles toutes. Il est capable de me faire reine en l'honneur de la vérité. Ta vérité est un mensonge, dit la souris qui n'avait pas encore eu la parole. Je sais faire la soupe, et je la ferai. 5. Comment fut faite la soupe? Je ne suis pas partie, dit la 4e souris. Je suis restée au pays, et j'ai eu raison. Voyager est inutile. On peut tout trouver aussi bien ici. Je suis restée. Ce que je sais, je ne le tiens pas d'être surnaturel. Je ne l'ai pas acquis en mangeant ni en causant avec des chouettes. Je le tiens de mes propres réflexions. Voulez-vous installer la marmite? Remplissez-la d'eau, bien pleine. Allumez le feu dessous, laissez brûler, que l'eau bouille. Il faut qu'elle bouille à gros bouillon. Maintenant, jetez-y la brochette. Si le roi des souris veut bien mettre sa queue dans la marmite bouillante et l'agiter, plus il l'agitera longtemps, plus la soupe sera épaisse. Ça ne coûte rien, il n'y a rien à y ajouter. Agiter suffit. Un autre ne peut-il pas le faire? Demanda le roi des souris. Non, dit la souris. Le pouvoir ne réside que dans la queue du roi des souris. Et l'eau bouillit à gros bouillon. Et le roi des souris se plaça tout contre. C'était presque dangereux. Et il allongea sa queue, ainsi que le font les souris dans la laiterie lorsqu'elles écument la crème d'une écuelle pour lécher ensuite leur queue. Mais il n'introduisit la sienne que dans la vapeur chaude, et il bondit aussitôt. Naturellement, tu es ma reine, dit-il. Quant à la soupe, nous la réserverons pour nos noces d'or. Comme ça, les pauvres de mon empire auront une joie en perspective, et une longue joie. Et la noce eut lieu, mais plusieurs des souris, en rentrant chez elles, dirent « On ne devrait pas appeler ça soupe à la brochette, c'était plutôt une soupe à la queue de souris. » De tout ce qui s'était dit, elle trouvait ceci ou cela très bien, mais l'ensemble aurait pu être tout autre chose. Moi, je l'aurais dit comme ci et comme ça. C'était la critique, et elle est toujours très intelligente, après coup. Et cette histoire circula dans le monde. Les avis à son sujet furent partagés, mais l'histoire même demeura entière, et c'était le mieux dans le grand et dans le petit, et aussi pour la soupe à la brochette. Seulement, il ne faut pas s'attendre à des remerciements. Fin de la lecture du conte La soupe à la brochette. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,